Camille, vous travaillez actuellement comme secrétaire à l'hôpital Gustave Roussy au service cancérologie. Et vous avez été suivi, enfin vous avez bénéficié, si on peut le dire comme ça, des services de l'ESAT Jean Coran, dont la directrice est ici présente, juste ici, voilà, et c'est Madame Katia Zegan. Comme ça, on aura un témoignage complet. Et puisque j'y suis, toujours issu de l'ESAT Jean Coran, il travaille maintenant à Delarte, Fabrice Naudin. Puis je reviens complètement à gauche puisque c'est Pascal Kibassa qui nous a rejoints, qui travaille depuis 2 ans chez Siemens jusqu'à la fin du mois de juin et qui a un projet de travailler plutôt maintenant dans le, enfin en tout cas à partir de juin, dans le secteur des loisirs. Elle nous en dira un peu plus. Au centre, Catherine Maillot, je vous ai dit quelques mots, c'est elle qui a organisé cette table ronde, très active à la fois au niveau associatif, si je puis dire, et puis au niveau professionnel. Elle a notamment été conseillère et coordinatrice de projet en insertion socio-professionnelle, dans le réseau PASS en particulier. Et puis, elle est fondatrice, auteure et community manager d'un site fort bien fait qui s'appelle Solidarité Usager Psy, et également créatrice, animatrice de pages Facebook sur la pérédance et le médico-social. Pour finir, Philippe Massé. Philippe Massé qui, lui, a bénéficié d'un suivi chez Vivre Émergence et qui est en recherche active et qui, je crois aussi, vous avez une piste pour travailler chez Delarte. J'ai envie de donner la parole tout de suite à Cathy, puisque vous avez une vision d'ensemble. Oui, j'ai une vision d'ensemble. D'abord, j'aimerais, je vous remercie tous d'être dans la salle. J'aimerais rebondir par rapport à ce qui s'est dit ce matin. Bon, il y a plein de choses intéressantes, hein, le job coaching, l'emploi accompagné. Je trouve que c'est un dispositif qui devrait se faire plus souvent. Il y a une question quand même que je me pose, un paradoxe, c'est que ça, je fais référence à l'introduction faite par Tim Grissom, où on nous demande de déstigmatiser la maladie, d'en parler. Parfois, on est très content quand il y a des personnalités qui se déclarent bipolaires ou schizophrènes en disant « Ah oui, tiens, on voyait pas cette personne sous son jour ». Et en même temps, on nous dit « Surtout, ne parlez pas de votre handicap en entreprise ». Donc, pour moi, ça, c'est une injonction paradoxale parce que pour faire bouger les choses, il faudrait que, justement, on puisse en parler librement au même titre d'autres éléments qu'on a. Moi, je suis Catherine, j'ai les yeux bleus, voilà, j'aime les perroquets et j'ai un trouble psychique. Vous voyez, donc on ne parle pas assez, à mon avis, aussi des cadres supérieurs qui sont dans des grandes entreprises. J'en connais plusieurs et qui avancent masqués, en fait, qui ne parlent jamais de leur handicap. Et ça, je trouve ça aussi dommage. Donc ça, c'est mes premières réactions à chaud par rapport au fait que voilà, il faut faire bouger les choses. En France, on est assez en retard. Il faut faire bouger les choses sur sensibiliser le public, former le public sur ce que c'est qu'un trouble psychique. Moi qui fais aussi de l'insertion parallèlement, je rencontre beaucoup de personnes, des allocataires des minima sociaux qui n'ont pas de troubles psychiques, mais qui ont plein aussi de difficultés dans leur vie. Pour le coup, je veux dire, les difficultés dans la vie, qu'elles soient de l'ordre social, qu'elles soient de l'ordre d'un surendettement, etc., ça concerne tout le monde et pas forcément les personnes handicapées. Mais j'étais bien... Pardon. De la même façon, on ne parle pas forcément de toutes ces difficultés en entreprise. Oui. C'est pas le lieu, voilà. Enfin, c'est pas le lieu, l'entreprise. C'est pas le lieu. L'entreprise n'est pas un lieu thérapeutique. Et d'ailleurs, votre avis à nos 4 témoins ici présents nous intéresse. Comment vous voyez les choses par rapport au fait de parler de votre handicap? Comment ça se passe pour vous? Moi, en tout cas, j'ai avancé masquée pendant toute ma carrière professionnelle. J'ai une RQTH de 10 ans. Je l'ai utilisé une seule fois, mais après avoir été recrutée. C'est pas que je suis contre la discrimination positive, mais je voulais être recrutée avant tout pour mes compétences. Donc, j'ai utilisé la RQTH parce qu'ils avaient besoin d'acheter des ordinateurs et que ça donne un petit apport financier à l'association. Donc, c'est la seule fois où je l'ai utilisé. Et
normalement, le recruteur, il n'a pas le droit de demander quel type de handicap, mais il y en a qui ne se gênent pas pour le faire. Moi, dans ce cas-là, je réponds une phrase du style « j'ai une maladie chronique avec un traitement que je gère bien et qui n'a aucune incidence sur mon travail au quotidien ». Et en général, ça clôture la conversation et la personne en face, elle est suffisamment subtile pour comprendre qu'elle a dépassé un petit peu les bornes en posant cette question. Pascal, Camille, Philippe, Fabrice, vous, concrètement, comment vous gérez cette situation-là? Oui. Lors de mon entretien d'embauche, en fait, ils m'ont demandé comment j'avais trouvé mon emploi. Et là, j'ai dit sur AGFIP, sur le site pour les personnes en situation de handicap. Et là, on m'a demandé quel est votre handicap. Et là j'étais bloquée, j'ai dit je ne peux pas en parler. Et là, je me suis braquée et je n'ai pas réussi à rebondir. Et malheureusement, voilà, j'ai pas réussi à en parler plus parce que c'est un peu délicat. Et voilà. Puis ensuite, j'ai répondu sur d'autres choses, sur mes compétences, les qualités par rapport au travail, mais je n'ai pas continué à parler du handicap, quoi. Et puis ensuite, j'ai été embauchée, mais je parle très peu du handicap au final. J'arrive pas trop à en parler, c'est pas évident. J'ai quand même donné ma QTH, tout ça, donc ils sont au courant plus ou moins, mais au départ ils n'étaient pas tous au courant et c'était une démarche pour faire reconnaître mon handicap, c'était pas évident tous les jours, quoi. Et puis bien sûr il y a l'émission handicap qui aide, mais bon, c'est un peu compliqué. Pascal, comment vous avez vécu ce genre de questions? Est-ce que on ne me l'a jamais posé la question encore. On ne vous a jamais posé la question. Bon, enfin, encore une fois, comme Cathy l'a dit, c'est particulièrement indiscret. L'entreprise n'a pas à vous poser une question comme ça. Et on peut tout à fait dire, comme vous l'avez dit, Camille, ne pas répondre ou dire qu'on n'a pas envie de répondre. Ou encore une fois, comme vous l'avez dit, Cathy, dire qu'on a une maladie chronique et s'en tenir là. Je préfère donner une réponse qui est celle que je vous ai donnée parce que le recruteur, il a besoin d'être rassuré en général pour qu'il recrute, et histoire de donner quand même une réponse, d'être courtoise, mais en faisant comprendre comme ça aussi d'une manière un peu distanciée que stop, le sujet de l'entretien, c'est pas la nature de mon handicap, c'est voir l'adéquation de mon profil par rapport à un poste. Donc, absolument. Et non, moi j'estime qu'un employeur n'a pas à demander que ce soit même toute forme de... il n'a pas à demander l'handicap ou quoi que ce soit. Je trouve ça incorrect. Ça se fait pas. C'est pas quelque chose qui se fait. Voilà. C'est quelque chose qui se fait souvent. Oui, c'est quelque chose qui se fait souvent. J'ai connu un patron, moi, qui demandait la religion, qui demandait... non, c'est vrai en plus. Et qui demandait politique aussi. Toutes ces questions, ça ne se demande pas. Avec mon employeur, j'ai été plutôt transparent, quoi. C'est-à-dire que je lui ai dit un petit peu... je lui ai parlé un petit peu de ma pathologie, quoi. Et bon, l'employeur a très bien compris. Bon, j'ai été employé au restaurant Delarte à Montparnasse. Oui. Et c'est ma responsable d'insertion de Les Agents Coran, en fait, qui m'a proposé de faire un stage au restaurant Delarte, donc de Montparnasse. Et suite à ce stage, ça s'est très bien passé. Et puis, du coup, j'ai pu commencer à faire une période d'essai et puis ensuite être embauché de manière définitive. Qu'est-ce que vous avez dit de votre handicap? Qu'est-ce que j'ai dit de mon handicap? J'ai dit que en fait, j'ai des TOC, en fait, des troubles obsessionnels compulsifs. Tout le monde doit savoir ce que c'est. Et voilà. Et donc, mais je veux dire, c'est mon employeur. Il a dit que ça peut enrichir. Hein, ça peut. Enfin, je me rappelle de ma responsable de salle, oui. Myriam, qui n'est pas ici, mais qui m'a dit que ça peut, c'est enrichissant. C'est enrichissant pour l'employeur d'avoir
d'avoir un travailleur, enfin d'avoir un salarié qui peut avoir des problèmes psychologiques. Ouais. Oui, puis dans la restauration, c'est plutôt bien perçu, parce qu'au moins, ils sont sûrs d'avoir un employé qui se lave les mains fréquemment. Ouais. Ça, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Katia, un témoignage sur cette question? Moi, j'ai envie de dire, par rapport à accompagner l'emploi, pour moi, c'est qu'il y ait une préparation en amont. Comme tout à l'heure, on a entendu l'expérience du job coaching, la préparation en aval. Mais pour moi, ce qui est important, il y a la préparation en amont et la préparation en aval. Et donc, on est juste, les agents courants a été un petit peu l'interface entre le projet des personnes qu'on accompagne, qui étaient en situation de travail chez nous, au sein de notre ESAT, et les besoins de l'entreprise en termes de recrutement et de recrutement de personnel. Voilà. À chaque fois, les expériences réussies, ça a été surtout ça, la rencontre entre les besoins de l'entreprise et les projets des personnes. Est-ce qu'on peut considérer que finalement, les ESAT, c'est une passerelle privilégiée pour aller vers l'entreprise? Tout à fait, tout à fait. Alors nous, effectivement, les agents courants et l'accompagnement qu'on propose vers l'emploi, on est un ESAT, on se dit en tout cas, on est un ESAT de transition vers le milieu ordinaire, puisque c'est ce projet qu'on a et c'est cet objectif qu'on a. Quand on accueille les personnes en démarche d'insertion chez nous, c'est de les accompagner vers une insertion ou une réinsertion en milieu de travail ordinaire, parce que c'est le projet que nous portons. Et c'est le projet que viennent chercher les personnes quand elles candidatent chez nous. Du coup, ça me donne envie de redonner la parole à Camille, puisque justement, vous êtes passé par l'ESAT Jean Coran. Comment s'est passé votre parcours? Alors, en fait, quand je suis entrée à l'ESAT Jean Coran, c'était en 2012. En fait, ça m'a beaucoup aidé à retisser du lien social avec les autres travailleurs, car à ce moment-là, j'étais vraiment sans emploi, j'étais un peu perdue en fait, et j'avais envie de travailler, hein, et donc ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et ensuite, faire des missions d'entreprise, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça m'a beaucoup apporté dans beaucoup de domaines, et notamment une expérience à Siemens, comme Pascal. Pendant 2 ans en tout. Et ouais, ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a permis de découvrir le milieu ordinaire d'une façon plutôt progressive et adaptée. Et voilà. Et puis, donc, c'était comme une passerelle, en fait, entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Une transition, en fait. Au lieu que ce soit fait brutalement, ça s'est fait comme une passerelle entre les deux. Et maintenant, suite à cette mission en entreprise, j'ai voulu chercher un travail en milieu ordinaire et j'ai cherché activement un emploi. Et là, j'ai trouvé par hasard en fait une offre d'emploi à Gustave Roussy. Et ça correspondait parfaitement à mon profil en fait, c'était rare et là c'est vrai que ça correspondait bien. J'ai postulé. Au début, j'étais pas prise tout de suite. Ils m'ont refusé. Donc ça m'a un peu découragée. Je suis un peu restée déçue tout ça. Et après, ils sont revenus vers moi parce que finalement, ils n'ont pas recruté la personne. Et j'étais en numéro 2. Ils m'ont recrutée et voilà, j'ai décroché le poste de secrétaire à Gustave Roussy. Et puis, j'ai passé la période d'essai et j'ai été prise. Voilà, en CDI et ouais, je suis contente. Et on peut dire... on peut dire que c'est quand même grâce à l'ESAT, au soutien, et puis à l'expérience à l'ESAT et à mission d'entreprise aussi à Siemens. Du coup, pour continuer sur un parcours à travers l'ESAT Jean Coran, Fabrice, est-ce que vous pouvez nous parler à votre tour de votre parcours? Alors en fait, donc, l'ESAT Jean Coran, ça a été mon premier emploi, tout simplement. Hein. J'avais 26 ans quand j'ai été embauché là-bas, c'était en octobre 2010. J'avais jamais travaillé avant. Bon, parce que voilà, quoi, j'ai après 2 échecs au baccalauréat au lycée. Ensuite, suite à ça, j'ai déprimé, quoi, et puis
Et ensuite, j'ai pu aller donc j'ai pu rentrer dans une clinique médicale et pédagogique à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Mais bon, ça n'a pas, j'étais pas assez, enfin, je veux dire, j'étais pas assez peut-être assidu parce que j'avais là-bas des cours pour passer, parce que je suis un passionné de géographie. J'aime beaucoup la géographie et puis je voulais passer le concours de l'IGN, l'Institut géographique national. Mais voilà, mais seulement donc j'ai passé le concours, donc j'ai eu des cours à la clinique Dupré à Sceaux. Et donc j'ai passé le concours, mais j'ai pas réussi. J'étais pas assez concentré de toute façon. J'étais pas, comment dire, ouais, enfin, voilà quoi, j'avais perdu le fil un peu, le fil conducteur de la scolarité, quoi, si vous voulez, quoi. C'était un peu après mes 2 échecs au baccalauréat, je voulais plus, enfin voilà quoi, étudier, c'était plus vraiment ce que j'avais envie, quoi. Bon. Voilà, et puis après j'ai quand même eu mon permis de conduire en 2007. Et voilà, et puis après je me suis rendu à la mission locale d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, à la maison de l'emploi. Et voilà, et je me suis adressé à eux et puis je leur ai dit que je voulais trouver un emploi, mais en milieu protégé, quoi. Voilà. Donc suite à ça, en fait, on m'a destiné on m'a proposé de faire un bilan de compétences. Un bilan de compétences donc à Métro Chevaleret, à Paris, dans le 13e. Et pour essayer de trouver un emploi en milieu protégé, enfin, voilà, pour voir un peu où j'en étais dans mes capacités. Et voilà, ensuite j'ai été envoyé à l'entreprise Delta Insertion à Bourg-la-Reine. Et j'ai rencontré M. Smela, qui m'a, voilà, ensuite, je lui ai expliqué tout mon parcours. Et voilà, et puis après, il m'a ensuite dirigé vers les Jean Coran, quoi. Et là, les Jean Coran, j'ai fait 2 semaines de stage à l'atelier restauration, 2 semaines de période de découverte à l'atelier restauration. Et ensuite, j'ai fait comme Camille, en fait. Camille, elle a commencé aussi... Camille, t'étais à l'atelier tertiaire, c'est ça, en fait, hein? Ouais. Oui, j'étais à l'atelier tertiaire. Oui. J'ai fait 2-3 semaines à l'atelier tertiaire, et puis après, mon choix s'est porté sur la restauration. Voilà, et puis donc voilà, j'ai eu une équipe formidable là-bas, quoi, à l'atelier restauration des Jean Coran, quoi. Voilà, quoi, ils m'ont bien accueilli, et puis avec le temps, j'ai pris de plus en plus confiance en moi. Et voilà, et puis après, un beau jour, en 2015, j'ai commencé, Madame Zegan m'a proposé, je suis allé au salon LHR en mars 2015. Voilà, donc pour essayer de trouver un emploi en milieu ordinaire. Et puis c'est là que qu'on s'est adressé au stand d'LRT. Et puis j'ai également aussi fait un stage au restaurant de la Tour Eiffel, aussi au 58 Tour Eiffel, en tant que commis de salle. Voilà, j'ai fait 3 semaines. Donc c'était juste avant le stage à DLRT Montparnasse en mai 2015. Donc là, le stage à la Tour Eiffel, c'était en avril 2015. Voilà, je suis content parce que voilà, quoi, ça s'est quand même bien passé, quoi. J'ai eu des bonnes appréciations après les 3 semaines de stage. La Tour Eiffel, ça m'impressionnait un petit peu, quoi. Il y avait beaucoup de touristes, beaucoup de gens, voilà, quoi. Beaucoup de expérience gens, inoubliable. Ah ouais, expérience inoubliable, ah ouais, j'avoue, ouais. Voilà, et puis après, donc en fait, il a fallu que je décide soit entre peut-être continuer à la Tour Eiffel, au restaurant 58 Tour Eiffel, ou bien continuer à DLRT Montparnasse. Et voilà, j'ai opté pour DLRT. Je me sentais plus à l'aise. Il faut dire que vous n'avez pas le même poste, il me semble. Là, ouais, DLRT, voilà, je suis DLRT. au poste de barman. Hein, voilà. Je suis au poste de barman. Voilà. C'est ça.
Et oui, donc à la Tour Eiffel, c'était Oui, à la Tour Eiffel, c'était commis de salle. Ouais, à la Tour Eiffel, c'était commis de la salle. même chose. Ouais, c'était pas la même chose, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, je me suis senti plus à l'aise à Delarte, quoi. Et je crois que vous avez même une envie d'évolution, non Oui, Ouais. en fait, c'est quand j'ai rencontré Catherine, elle m'a demandé en fait comment je me vois dans 5 ans, par exemple. La fameuse question. La fameuse question. Et donc, du coup, moi, je lui ai répondu que je me vois, pourquoi pas, peut-être devenir responsable de salle. Parce qu'il y a justement, il y a un responsable de salle à Delarte-Montparnasse, d'ailleurs, qui est parti à Delarte-Boulogne-Billancourt, qui a réussi à devenir responsable de salle en peut-être 2 ans, quoi. Donc, c'est tout à fait jouable, en fait. Quelle place pour le travail dans votre étabbissement ? Ah le travail, c'est un rythme de vie, quoi, déjà. C'est un rythme de vie. En fait, entre 2004 et 2010, j'ai pas travaillé, donc voilà, quoi. Je tournais un peu en rond chez moi, quoi, évidemment. Mais voilà, depuis 2010, quoi, c'est quand même impressionnant parce que voilà, je me lève le matin et puis voilà, je sais donc voilà, je sais ce que j'ai à faire. Je me rends à mon travail, ça rythme les journées. Enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Moi, j'en discutais encore avec un ami récemment au téléphone. Je me dis, mais vraiment, voilà, quoi, venir, travailler, quoi, ça a changé la vie, quoi. Et puis le contact humain, c'est vraiment, ça apporte beaucoup, je trouve. Katia, quelque chose à ajouter sur ces 2 parcours de Camille et de Fabrice ? Si ce n'est, on va continuer à accompagner comme ça des personnes. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est leur envie, leur motivation. Ils ont le droit d'essayer. Moi, je me rappelle toujours la première fois où j'ai reçu en entretien Monsieur Naudin. J'ai presque insisté pour qu'il fasse l'essai, parce qu'il avait très peur de travailler, en disant oui, mais j'ai jamais travaillé. C'est pas grave, vous avez le droit d'essayer. Donc effectivement, il disait oui, mais je sais rien faire. On lui a laissé le choix d'essayer dans 2 activités, dans 2 ateliers, restauration et tertiaire. Est-ce qu'il se destinait pour des emplois de secrétariat, ou plutôt, alors on lui a pas proposé les espaces verts parce que c'est pas quelque chose qui l'attirait. Et du coup, voilà, au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'il est chez Delarte et il est complètement épanoui. Enfin, moi, je lui rends visite tous les 2 mois à peu près, histoire juste de dire on est là s'il a besoin. Ça rassure aussi l'entreprise, de savoir la personne qu'on leur a proposée. On a eu avec eux, c'était des échanges vraiment de la transparence, c'est-à-dire que l'entreprise, voilà. Quand on avait rencontré Valérie Fouillet, qui était ce matin à la table ronde, qui représente le groupe Le Duf, et donc les restaurants Delarte, écoutez, ça a été une rencontre ce jour-là, l'année 2015, lors d'un forum hôtellerie-restauration dans le 19e, justement, au 104. Et donc, du coup, elle était à la recherche de partenaires comme le milieu protégé, les ESAT ou les entreprises adaptées, le secteur adapté. Et du coup, c'est vrai que, c'est au jour d'aujourd'hui, le groupe souhaite continuer à travailler avec le milieu protégé. Et le milieu protégé, il faut savoir que le milieu protégé aussi a beaucoup évolué. C'est plus les ESAT des années 70 ou 80. C'est des ESAT et des entreprises adaptées aussi qui sont aussi exigeants que le milieu ordinaire et que nous, on a appris aussi le langage de l'entreprise. On sait aujourd'hui ce dont a besoin l'entreprise. C'est vrai que l'entreprise, elle n'est pas là pour faire du social. Elle est là pour... il y a une réalité économique et c'est ce qu'on s'impose aussi dans nos établissements, c'est-à-dire les ESAT ou les entreprises adaptées. Et pour la partie accompagnement dans l'emploi, puisque vous me disiez, vous rendez visite à Fabrice en entreprise, oui. Probablement à Camille, aussi. Combien de temps peut durer cet accompagnement ? Alors, j'ai envie de dire que normalement, l'accompagnement dure 1 an.
Après, on fait ça au cas par cas. L'accompagnement est personnalisé, donc individualisé. Ça va dépendre des personnes. Pour vous donner une idée, sur l'année 2015, il y a eu 12 CDI. Sur les 12 CDI, c'est les 2 seuls qu'on accompagne encore. Donc voilà. Donc effectivement, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de protocole particulier. C'est au besoin de la personne. Si la personne, ça les rassure. Je pense qu'aussi, ce qu'ils ont vécu à l'ESAT et l'accompagnement qui a été dispensé par l'équipe de l'ESAT, je ne sais pas, c'est peut-être une forme de reconnaissance de leur part, de se dire, garder ce contact qui nous a aidés à aller vers le milieu ordinaire tant rêvé. Pour eux. Après, c'est aussi notre projet. C'est-à-dire que nous, au jour d'aujourd'hui, les Jean Coran, on est un établissement, comme je le disais, un établissement de transition. On propose un parcours d'insertion de 3 ans. Alors après, la limite, elle n'est pas de 3 ans. Ça va dépendre aussi, là aussi, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, elles sont prêtes au bout de 2 ans, d'autres au bout de 18 mois, et d'autres 3 ans, ou voire 4 ans. Comme Fabrice, par exemple, qui a pu s'insérer au bout de 4 ans. Après, les personnes, finalement, qui ne relèvent pas du milieu ordinaire, parce qu'on a essayé on a tenté d'autres expériences. Parmi les outils qu'on a, les stages, effectivement, ça permet de valider le projet professionnel des personnes, les métiers auxquels se destinent les personnes qui sont accueillies chez nous. L'autre outil qui fonctionne bien, c'est les détachements en entreprise. Camille parlait de son expérience chez Siemens, mais ce n'est pas la seule, heureusement. Donc nous, on travaille beaucoup aussi avec les entreprises, parce que pour nous, plus ils feront des expériences, plus ils seront détachés et travaillant sur site, dont les entreprises, plus on les préparera aux exigences du milieu ordinaire. Parce que quand même, à l'ESAT, on est dans le milieu protégé et il y a un encadrement qu'on n'a pas en entreprise. Pascal, alors justement, on a envie d'en savoir plus sur votre parcours. Je rappelle que vous êtes depuis un peu plus de 2 ans chez Siemens. Alors, qu'en est-il ? Je suis chez Siemens et tout se passe bien. Ouais. Et comme vous dites, Madame, Siemens, ce n'est pas un ESAT bis, je suis désolée, c'est un tremplin. Ça nous aide pour plus tard. Et donc, ce que vous me dites, franchement, ça me touche, ça me blesse. Et ce n'est pas honoré Siemens. Je n'ai pas fini. Et donc, je voulais vous dire que si vous dites que les Siemens, c'est un ESAT bis ou je ne sais pas quoi, il ne faut pas envoyer des gens. Parce que Siemens, c'est un tremplin. Ils prennent le temps, j'ai pas fini, ils prennent le temps d'accueillir des gens. Ils prennent le temps de les former. Ils prennent le temps sur eux. Ils n'ont pas que ça à faire. Donc, ce n'est pas reconnaissant de dire que oui, Siemens, c'est un ESAT bis. Donc, tous les entreprises limite peuvent. Vous pouvez dire aussi donc tous les entreprises adaptées, c'est des ESAT bis. Pascal, non, je n'ai pas Siemens, moi j'ai pas du tout entendu ESAT bis. Moi au contraire, j'ai entendu milieu ordinaire. Je l'ai entendu. Non, je crois pas. Franchement, je crois qu'il y a une erreur là. Non. Il y a franchement une erreur là. Non. Là, vous avez interprété des propos tout à l'heure. Je parlais du centre Être et Handicap. Je parlais de cette plateforme-là. D'accord ? Sur cette plateforme-là, chez Siemens, les personnes qui sont accueillies viennent des ESAT. Oui. Donc voilà. Mais c'est pas un ESAT bis. Mais je crois que ce mot-là n'a pas du tout été utilisé. Encore une fois, la plateforme Être et Handicap, elle fait partie de Siemens. Les gens viennent d'ESAT, ils viennent effectivement du milieu protégé, mais ils arrivent en milieu ordinaire. Donc encore une fois, cette expression n'a pas du tout été utilisée. Et je vous rejoins quand vous dites c'est bien un tremplin, un tremplin vers l'insertion en milieu ordinaire. La preuve, nous avons des personnes qui sont passées par cette plateforme-là. Moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. Siemens, c'est vraiment une transition entre l'ESAT et le milieu ordinaire. C'est un peu un entre-deux, en fait. C'est-à-dire qu'on est un peu protégé comme en ESAT, mais en même temps, il y a l'exigence du milieu ordinaire. C'est un rythme soutenu et il faut pouvoir rendre le travail aussi impeccable qu'en milieu ordinaire, finalement. Sauf qu'on est plus encadré. Et voilà, on est en quelque sorte protégé. C'est un entre-deux, quoi. C'est une transition. Pour moi, j'ai vécu comme ça.
Mais à propos de l'emploi protégé, moi je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, même si on vise l'autonomisation de la personne, est-ce qu'il n'y a pas un risque de l'infantiliser ? C'est pour ça que je disais l'accompagnement post-embauche, ce qu'on appelle chez nous l'accompagnement post-embauche, en fait, c'est aux besoins de la personne. Il y a des personnes, quand elles sont embauchées, on n'entend plus parler, voilà. Elles sont vraiment autonomes. C'est vrai qu'il faut faire attention à la stigmatisation des personnes en entreprise. C'est pour ça que je dis c'est du cas par cas. Il y a des personnes plus vulnérables, plus fragiles, ou peut-être qui ont juste peu confiance en elles, ont besoin un petit peu de cette béquille qu'ils ont connue par l'accompagnement dispensé par les AT. Mais il y a d'autres personnes, pour eux, ils ont tourné la page. À partir du moment où on veille juste les 6 premiers mois, tout se passe bien, ils nous donnent de temps en temps des nouvelles, ou pas. Et je sais qu'ils sont encore en poste. Donc après, ça dépend beaucoup des personnes. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de recette là encore. Et après, dans le milieu ordinaire, on parle des entreprises adaptées. Les entreprises adaptées, alors pour rebondir, effectivement, les entreprises adaptées, au jour d'aujourd'hui, depuis la loi du 11 février 2005, font partie du paysage des entreprises du milieu ordinaire. Et justement, moi je pense que des personnes s'insèrent plus facilement en entreprise qu'en entreprise adaptée. Parce que le rendement en entreprise adaptée, le rythme est très soutenu et il y a une réalité économique plus. Et j'en ai qui ont intégré l'entreprise adaptée et j'en ai même avec lesquels on travaille encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut tenir le rythme. Il faut tenir le rythme. Et est-ce que vous orientez vers des structures de l'économie sociale et solidaire comme les structures IAE, insertion par l'activité économique? Alors on travaille, on a des partenaires parce qu'on est copartenaire ou co-traitant, parce qu'on travaille déjà avec une entreprise, voilà. Mais on n'oriente pas vers l'IAE, non. Les entreprises par l'insertion, par l'activité économique, non. En savoir plus sur votre parcours de rétablissement, d'insertion dans le travail et justement de nous parler également de la place du travail dans votre établissement. Alors mon parcours, je suis passé par l'hôpital de jour déjà. J'ai été jusqu'en primaire déjà en école ordinaire. Ensuite après je suis passé par l'hôpital de jour. Ensuite, après, j'étais dans le secteur IME, section IMPRO. Ensuite, après, je suis passé en CAT. Vous pouvez préciser ce que ça veut dire, IME, IMPRO, pour ceux qui ne savent pas, comme moi. Institut médico-éducatif. Voilà. Après, je suis passé par le CAT, le Colibri, dans le 13e arrondissement. Donc, c'est oui, ESAT maintenant. C'est plus le CAT, c'est un ESAT. C'est un centre d'aide par le travail. C'est pour les gens qui sont en situation de handicap. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Ensuite, après, je suis sorti du Colibri. J'étais à Passerelle vers l'emploi, qui est maintenant pas Jeune Emploi. Donc j'ai commencé là-bas fin 2008, puisque je suis sorti du CAT début 2008. Donc du coup après j'ai été faire un stage à Sodexo à Ponthierry qui a été pendant 2 mois. Et ensuite j'ai été faire un autre stage à Péan dans le 13e arrondissement dans une maison de retraite qui était après en contrat d'avenir. Et au bout de 2 ans, quand on allait me renouveler pour la 3e année, ils n'ont pas voulu me la renouveler. Voilà. Donc je suis repassé à Pas Jeune Emploi. Et après j'étais à Elior. Donc Elior, j'ai fait un stage pendant 2 mois. Ensuite après, je suis retourné à Sodexo. Et là j'ai refait des stages. Et après, j'étais en CDD à Elior. J'étais à Elior à Ballard. Et après à Maison-Alfort. Et après, je suis revenu à Passerelle.
Aujourd'hui, quel est votre projet? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Aujourd'hui, donc, mon projet, c'est de travailler dans la cuisine, parce qu'à la base, je suis agent d'hôtelier. Voilà. Mais j'ai aussi mon brevet de secouriste, donc ce qui fait que je peux travailler aussi dans le soin. Ce que j'ai fait aussi à la maison de retraite, j'étais aussi un peu dans le soin. Voilà. Après, si jamais la cuisine, ça marche pas, je retournerai dans le soin. Voilà. Parce que j'aime bien aussi m'occuper des personnes âgées. Je m'en suis occupé pendant 3 ans, pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup, c'était vraiment très très bien. Franchement, à leur donner les repas, après à m'occuper d'elles au quotidien, donc à les lever, à les mettre dans la chaise roulante, c'est pas facile non plus. À leur faire leur toilette, tu rentres quand même dans leur intimité, donc ça c'est pas facile non plus, et pour toi et pour la patiente. Et moi j'ai adoré m'occuper de ces personnes âgées. D'ailleurs elles me manquent beaucoup, donc régulièrement, des fois j'appelle mes collègues de Péan et je demande les nouvelles des personnes âgées que je me suis occupée. Et malheureusement, il y en a certaines qui sont décédées. Donc, il faut savoir que la maison de retraite, c'est leur dernière demeure. Et c'est comme ça. Voilà. Merci. Pascal, du coup, on ne vous a pas beaucoup entendu sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, mon parcours, j'étais en IM Pro avant de rentrer à l'ESAT. J'ai fait 2 ans de coiffure à Orly, Pierre Corneille. J'ai fait de la restauration. J'ai fait un stage en tant qu'ATSEM aussi, en école maternelle. Et après, je suis rentrée à l'ESAT en restauration. Comment vous êtes arrivé jusqu'à Siemens? Enfin, alors, entre autres, vous êtes passé, je crois, par le CRP oui. de l'association Vive. Oui, hein, c'est ça? Oui, j'ai fait de la restauration aussi. Et c'est là où j'ai rencontré Pascal Gibon. D'accord, ok. Donc, je suis partie dans un forum avec mon chargé d'insertion, François Leral. Et donc, on a déposé des CV dans plusieurs stands. Et donc, par chance, je ne sais pas comment dire. Non, par chance, c'était de la chance. Donc un jour, je vais le voir pour dire, voilà, je n'ai pas eu de réponse de mes CV. Il m'a dit, moi, je te propose, j'ai une carte. Si tu veux, on appelle la personne et on voit ce que ça peut donner, si tu veux ou pas. Et par chance, on a appelé Madame Petrovic, avant Madame Brock, qui avait une voix douce et gentille, et qui a toujours une voix douce et gentille. Et donc, on l'a appelée, et mon chargé d'insertion l'a appelée. Il lui a dit que voilà, j'étais une gentille jeune fille qui défend ce qu'elle pense. Et donc, voilà, il l'a appelée, et Madame Petrovic lui a dit d'envoyer mes CV et ma lettre de motivation. Donc, j'ai envoyé. Et une semaine après, je commençais mon stage de 4 semaines chez Siemens. Qu'est-ce que vous aimez dans le travail? Et en particulier, qu'est-ce qui vous aide dans votre établissement? Ce que j'aime chez Siemens, c'est qu'on fait plein de choses. Je ne fais pas toujours les mêmes choses au standard. Je suis standardiste, je fais de la mise sous pli. Là, maintenant, mes 2 responsables, Madame Sophie Dormoy et Madame Petrovic, me font confiance en devenant formatrice au standard. Ah ouais. Catherine, vous aussi, vous avez un parcours. Un parcours de rétablissement atypique, oui. Ouais. Moi, je suivais des études. J'ai eu une première décompensation à 21 ans à peine. Donc, toutes mes études se sont arrêtées net. J'ai dû retourner vivre chez ma mère et j'ai vécu l'équivalent d'1 an et demi d'hospitalisation. Mais intuitivement, je me suis dit très, très vite, le travail, ça va être la clé de mon rétablissement. Donc, j'ai choisi de faire de l'intérim pour essayer de m'adapter à des environnements différents. Et j'ai pris un poste basique, entre guillemets, d'opératrice de saisie, parce que le côté répétitif
était rassurant pour moi. C'est-à-dire qu'à cette époque, moi, je voulais un poste d'exécutant simple et qu'en plus, je n'avais pas beaucoup de relations avec les collègues, ayant perdu pas mal d'habileté sociale. Donc j'y suis allée, quand on parle de parcours, on dit souvent qu'il faut y aller petit pas par petit pas. Et dans mon cas, ça a été le cas. Après, j'ai évolué vers des postes plus intéressants, de consultant en ressources humaines, etc. Mais toujours dans des structures très atypiques où, par exemple, le groupe Panisso, un cabinet qui m'a recruté en un quart d'heure, le Philippe Panisso, le psychanalyste qui avait créé il m'a évalué en un quart d'heure, et voilà, et je suis restée 6 ans avec eux. Donc c'est la chance des rencontres aussi. Plusieurs personnes l'ont évoqué ce matin, mais effectivement, le rétablissement, ça passe par les interactions avec les autres. Et il y a des rencontres qui font que voilà, vous rentrez dans un parcours de résilience. Moi, j'aime bien le terme résilience par rapport au terme rétablissement. Et voilà, vous arrivez à travailler dans le milieu ordinaire, à faire des choses intéressantes. Là où il y a eu une évolution, c'est que moi, je ne parlais jamais de mon handicap. Que comme je travaille dans l'insertion, des fois j'accompagne des personnes qui ont eux-mêmes un problème de santé mentale, donc ça me permet de comprendre très vite les difficultés qu'ils ont. Et c'est en créant mon site, comme il y a marqué mention légale obligatoire et que j'ai parlé de l'historique de la création, que pour la première fois de ma vie, à 54 ans, j'assume le fait d'avoir telle pathologie. Et je me dis, ça peut peut-être me nuire, parce qu'en souvent, j'ai des entretiens de recrutement assez avancés. Bon, je me dis, ils ne sont peut-être pas allés sur le site, heureusement. Mais j'en avais marre de vivre masqué. Voilà, je pense que dans les années à venir, ça serait bien qu'il y ait des personnes qui fassent leur coming out, entre guillemets, sur le fait qu'ils sont porteurs d'un trouble psychique. Ça ne les empêche pas de faire du travail intéressant, qualifié, même de cadre supérieur. Donc... Voilà, donc le travail pour moi c'était un outil essentiel. Ça structure les journées, ça permet de refaire des liens sociaux parce que quand on a un trouble psychique, on a des périodes d'isolement qui durent longtemps et on est déconnecté, on perd en habileté sociale, etc. Donc voilà, reprendre. Et je crois beaucoup au temps partiel aussi parce qu'on peut avoir une fatigabilité due au traitement. Et là, par exemple, j'ai 2 postes sur lesquels je suis finaliste, c'est des 39 heures par semaine. Moi, idéalement, j'aurais aimé un 4/5e, quoi. Pour pouvoir faire un break en milieu de semaine. Bon, après, il faut faire des compromis vu le marché du travail. Mais l'isolement, c'est un grand piège quand on a un trouble psychique parce qu'on ne voit pas forcément les symptômes revenir. Ils reviennent d'une manière très pernicieuse. Et en général, heureusement, on a des personnes ressources qui nous tirent le signal d'alarme en disant « Attention, là, il me semble que tu vas moins bien ». Et donc après, on peut réadapter le traitement. Et puis bon, le travail fait partie. En général, quand je reprends un travail qui m'intéresse, j'arrive à baisser le traitement et à le gérer, quoi. Le fait d'avoir un travail qui vous intéresse vous permet physiquement d'aller mieux et d'abaisser votre traitement ? Oui, c'est ça. Avec mon psychiatre, j'ai un psychiatre prescripteur qui me connaît très bien, qui me suit depuis 15 ans. Et on l'adapte en permanence le traitement. Donc il y a des moments où le traitement on va rajouter certaines choses quand je ne vais pas bien, mais moi, le travail me permet d'aller bien, justement. Avec des fois les défauts, et je pense que c'est aussi très typique pour les personnes qui ont un handicap psychique, c'est que souvent on se surinvestit dans le travail. Il faut faire attention à ça. Donc on a tendance, c'est comme si on voulait prouver plus de choses. On se dit non, moi je veux aller vers la normalité, avoir un travail, avoir une vie sociale, des amis, une famille, et je fais tout pour me fondre dans cette normalité qui peut avoir l'air d'être ennuyeuse, mais moi, c'est des repères qui me stabilisent et qui me permettent effectivement d'ajuster des traitements des fois au plus près. Il y a eu des périodes où j'avais que le neuroleptique, par exemple. Et puis alors, à l'instar de Johan Sidaoui, qui est venu témoigner ce matin, comme beaucoup d'autres, vous aussi, vous avez un investissement bénévole, freelance, à travers votre site internet, les blogs, ou les pages Facebook que vous avez créées, qui est très conséquent. Alors, on peut imaginer que le temps partiel, c'est presque nécessaire pour faire ça. Et puis, dites-moi, probablement, le fait d'avoir un pied comme ça dans 2 activités, une professionnelle et puis une autre, telle que je viens de la décrire, c'est probablement un élément d'équilibre, non ? C'est un élément d'équilibre, il faut être très organisé. Bon, effectivement, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de dire en rigolant que je suis une père aidante geek, c'est-à-dire que je suis très, très branchée informatique. Le site, effectivement, m'a demandé 6 mois de travail temps plein en comptant les week-ends. Mais voilà, c'était un site que je voulais faire. Je tenais à faire ce site pour les usagers en santé mentale, pour qu'ils soient mieux orientés, qu'ils connaissent tous les dispositifs. Moi, à un moment donné de ma vie, je ne connaissais pas tous ces dispositifs. J'avais 2 suivis. Mon
psychiatre prescripteur et mon psychiatre psychanalyste. Donc, après, je m'appuyais sur des personnes de ressources dans mon entourage amical, qui me connaissent bien et qui savent des fois détecter des signaux d'alarme avant que moi je me rende compte. Mais solidarité usage psy, c'est un travail. C'est pas un travail salarié, mais effectivement pour moi c'est un travail. Et ça permet de reprendre confiance en soi, parce que voilà, on a des retours positifs. Donc effectivement, l'année dernière j'étais au chômage. En faisant ce site, ça a été vraiment un élément, un outil de rétablissement très important pour moi. Le job coaching, par exemple, ou l'emploi accompagné, parlons français, oui. C'est un dispositif que je trouve très, très pertinent. Parce que pour moi, ce qu'il y a de plus difficile, c'est pour moi et pour d'autres, j'ai observé ça chez les autres, c'est pas tant de trouver un emploi, c'est de se maintenir dans l'emploi. Et on sait, parce que aussi, quand on a un trouble psychique, on a inévitablement des hauts et des bas. Même si on a un bon traitement, même si on a un bon suivi médico-social, c'est voilà, le parcours de rétablissement, il n'est pas linéaire. C'est comme le modèle de la marée qui dit la mer, des fois c'est calme plat, puis des fois c'est grosse tempête. Donc il faut pouvoir gérer ça, et pour ça, c'est bien de bien connaître ces signaux d'alarme, ce qui risque de vous faire rechuter. Dans mon cas, ça serait des insomnies si je ne dors pas pendant 4-5 jours. Ça peut être, si j'arrive plus à faire le ménage chez moi, même moi à sortir maquillée, ça c'est des mauvais signes. Quand je m'isole, c'est un très très mauvais signe. Quand je m'isole, pas une journée, mais des mois, c'est un très mauvais signe. Et pour moi, le travail, c'est ça aussi qui est essentiel. Ça permet de recréer des liens sociaux. Et parce moi, j'ai beaucoup entendu parler du terme isolement ce matin, et j'étais complètement d'accord pour constater que c'est le déclencheur souvent d'une rechute possible. Oui, je crois que tout le monde est d'accord comme j'ai pu le lire dans toute la littérature, clairement, les troubles psychiques, on a affaire à des maladies du lien, donc un problème d'isolement, et le travail notamment, mais d'une façon générale, le rétablissement, c'est retrouver un lien, retrouver des liens d'une façon générale. Et choisir aussi les entreprises où on veut travailler. Moi, je raisonne plus projet de vie que projet professionnel, y compris avec les personnes que j'accompagne. Pourquoi ? Parce que la santé, c'est un élément majeur dans leur processus de rétablissement. Donc il faut qu'ils en tiennent compte. Et pour certains qui identifient bien ce qui peut les stresser éventuellement dans un travail, moi par exemple, je ne supporte pas d'avoir 3 heures de transport pour aller bosser. C'est une fatigabilité en plus, même si je peux tweeter pendant ces heures de transport. Mais c'est important de bien se connaître et du coup d'anticiper une rechute éventuelle, et avec une co-construction thérapeutique avec des médecins qui vous connaissent bien, qui savent même dire et là par exemple moi je veux démissionner, attention Catherine, là tu fais une connerie, non, on va essayer de trouver une solution. Après il y a des structures comme les SAMET qui permettent de réfléchir au maintien dans l'emploi, mais pour moi c'est l'élément clé, le maintien dans l'emploi, beaucoup plus que le fait de trouver un travail. Vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une SAMET ? Service d'appui au maintien dans l'emploi, à l'emploi des personnes handicapées. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, tout ce qu'on a pu entendre tout au long de cette journée, c'est de continuer l'accompagnement vers l'emploi. Je pense que c'est important. Il a toute sa place. Et pour moi, les partenaires de cet accompagnement, c'est les médecins psychiatres, c'est les travailleurs sociaux, c'est les entreprises. Et voilà. Donc, sans tous ces partenaires, on ne peut rien faire tout seul. Donc, c'est important de continuer tous ensemble. Moi, je disais, heureusement qu'il y a toutes ces associations pour nous aider. Ça nous permet d'évoluer. Et je vais remercier aussi, y compris l'association Vive Émergence, pour tout ce qu'elle a fait pour moi aussi. Il y a Madame Jabour, il y a Monsieur Montano, Monsieur Martin, Monsieur Stéphane, tous les gens de l'association, dont aussi Monsieur Parent. Voilà. Donc, franchement, c'est vraiment une association qui dure depuis longtemps. Ça se voit que les gens qui sont dans cette association donnent le cœur à leur métier, et ils s'instruisent, ils nous aident aussi beaucoup, et franchement, ils ont du cœur à faire ce qu'ils font.
Et on a notamment Sabah Jabour qui est toujours à Vivre Émergence, mais dans un autre endroit, et qui donne aussi toujours son cœur au même métier, et qui prend ça aussi à cœur, comme tout le monde. Et franchement, je la remercierai jamais assez, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Comme Monsieur Montano d'ailleurs, parce qu'il est là pour nous, et comme Monsieur Martin, comme Stéphane, Bertou, comme tout le monde qui a à Vivre Émergence. Franchement, moi, je trouve que c'est une association super bien. Mais il n'y a pas que cette association qui est bien. Une réaction sur les interventions de la journée ? J'ai trouvé ça très bien. Sur toutes les réactions qu'il y a eu, heureusement que ces associations sont là pour nous. Est-ce qu'on peut applaudir à toutes les associations qui existent et le formidable travail qu'elles font ? Pascal, Camille, Fabrice, quelques réactions sur cette journée ? Comme l'aurait dit chaque personne, je remercie aussi les associations, car c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider et à ne pas rester seul dans ce problème-là. Et se faire aider, voilà, et il y a des personnes bien qui aident, qui accompagnent. C'est pas facile tout le temps, mais faut s'accrocher en fait. Faut s'accrocher, faut pas perdre le bout. Faut poursuivre, batailler, et à force, on finit par y arriver, quoi. À force de batailler, voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais vous parler de mon parcours professionnel au sein de l'association Vivre. Cela fait maintenant 2 ans que je suis en détachement au sein de l'entreprise Siemens France, au poste de standardiste. Certains moniteurs de mon ESAT pensaient pourtant que je n'allais pas tenir 1 an. Eh bien, je leur ai prouvé le contraire, tout se passe bien. Car cela fait 2 ans et que je suis à ce poste et tout se passe bien. J'ai appris à faire un travail sur moi et à retrouver confiance en moi grâce à ma formatrice, Madame Sophie Dormois, qui est une formatrice en or, et à ma responsable, Madame Petrovi, qui est en charge de la diversité. Je voudrais les remercier d'avoir cru en moi et en mes capacités, de me donner d'autres tâches et d'avoir confiance en moi et de croire à mon potentiel. Je suis arrivée au sein de la société Siemens France, où je manquais de confiance en moi et en mes capacités, et que j'avais toujours ce sentiment de rabaissement et d'être bonne à rien, où je ne pensais ne pas pouvoir apporter des choses à une entreprise comme eux. Avant de partir en détachement, je faisais de la restauration à Châtenay-Malabry au sein de l'ESAT et toujours en restauration au CRP Vif d'Arcueil. C'est là que j'ai rencontré un grand monsieur qui me parlait quand ça n'allait pas et qui m'a vu dans des états pas possibles et qu'on allait le chercher. Pour vous donner un exemple, il m'a vu dans un état de crise de colère où tout mon corps tremblait comme une feuille de papier, et c'est à ce moment-là qu'il m'a donné ces 4 conseils. Ne laisse personne te marcher sur les pieds, crois en toi et laisse parler les gens. Ne laisse pas les gens te rabaisser et dire que tu ne vaux rien. Tu as des capacités, du potentiel et je crois en toi. Donc devant vous tous, je voudrais remercier cette personne que j'apprécie beaucoup. Déjà, merci de croire en moi et de m'avoir encouragée et de m'avoir aidée à être forte et de m'avoir permis de continuer à avancer au CRP et d'avoir pris le temps d'être venu me voir. Merci d'être venu me voir sur mon détachement et d'avoir vu comment je travaillais et mon poste de travail est filmé. Ça me fait chaud au cœur de voir ce grand homme, ça me touche, avec mon parcours assez difficile au CRP, et voir que j'ai bien évolué, épanoui et que j'ai le sourire. Franchement, si je n'avais pas rencontré ce grand homme, au grand cœur au CRP, je ne sais pas où j'en serais et dans quel état. Et je lui en suis reconnaissante et je lui en serai toujours reconnaissante. Il m'a beaucoup délivré de l'enfer que j'ai vécu au CRP. Tous ses conseils m'ont servi lors de mon détachement. C'est un grand monsieur au grand cœur et je suis contente de l'avoir dans mes connaissances. Il y a une autre personne au sein de mon ESAT qui a cru fort en moi et qui croit toujours en moi, sur qui je peux compter aussi quand cela ne va pas et qui est à mon écoute. C'est mon chargé d'insertion, monsieur François Loral. Je l'apprécie beaucoup. Lui aussi est un grand homme au grand cœur. Je voudrais le remercier aussi d'avoir toujours pris ma défense au sein de mon ESAT, à ceux qui pensaient que j'allais craquer, et depuis toujours croient en moi et en mon potentiel et mes capacités. Je voudrais remercier
de m'avoir poussée chez Siemens. Et je voudrais remercier aussi ma directrice de mon ESAT, Madame Janka, pour tout son soutien et d'avoir cru toujours en moi depuis le départ et d'avoir su que j'avais du potentiel et qui m'a toujours soutenue et qui n'a jamais douté de mes capacités, à qui je peux aussi parler facilement et qui est à l'écoute et qui m'a donné aussi des conseils et qui a un grand cœur. Et je voudrais lui dire que c'est une directrice géniale et en or et que je pouvais aussi aller la voir quand ça n'allait pas et me confier en tout, que ce soit pour le travail ou pour le perso. L'assistante sociale de mon IM Pro avait pas tort. Madame Janka est une directrice merveilleuse et géniale et qui a le cœur sur la main et je suis heureuse de l'avoir eue comme directrice et de l'avoir rencontrée. Je voudrais la remercier d'avoir permis à Madame Petrovic d'être venue à mon ESAT et que j'ai pu lui faire visiter et que Madame Petrovic ait pu avoir mon ESAT et que j'aimerais beaucoup que Madame Janka vienne un jour à Siemens voir comment je travaille et voir mon poste et je voudrais qu'elle soit surprise. Je suis fière de mon parcours que j'ai eu, même s'il y a eu des difficultés, du soutien que j'ai et que j'ai toujours. Si je peux me permettre de donner des conseils à toutes les personnes qui hésitent à embaucher des personnes handicapées, ce n'est pas parce qu'on est reconnu handicapé qu'on n'est pas capable de travailler. Moi, je dirais au contraire, on a plus envie de travailler, de montrer de quoi on est capable et de vous montrer que vous pouvez avoir confiance en nous. Si tous les recruteurs devraient être comme ma responsable, Madame Petrovic, qui est une responsable en or et qui est à l'écoute et à qui on peut parler et qui a du cœur, et qui m'a permis de prendre en maturité et d'être moins sensible à Siemens, accepter d'accueillir des personnes handicapées dans l'entreprise et de laisser monter nos capacités et compétences, cette entreprise nous permet d'évoluer et de progresser et d'être capable de faire des tâches demandées et d'être autonome. Mon détachement chez Siemens finit le 30 juin. Je suis déjà en train de rechercher du travail comme hôtesse d'accueil, standardiste, réceptionniste dès maintenant pour cet été. S'il y a des employeurs du secteur de loisirs dans la salle, comme Disney, le Club Med, Central Park, ou des maisons de retraite, l'hôtellerie, qui n'hésitent pas à me contacter et venir me voir. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Bonne journée. Merci Pascal, merci à vous 6 pour cette dernière table ronde. Merci à tous et toutes d'avoir assisté à cette journée, à ce forum du rétablissement. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour une 3e édition.